Bonjour à tous. Je m'appelle Fanny Jolin, je suis chercheure, je dirige une équipe de recherche à l'Institut Gustave Roussy. Et en fait, je travaille en collaboration avec Diane Goéré, qui est chirurgien et qui s'excuse, mais elle ne peut malheureusement pas être là aujourd'hui. Et donc, toutes les deux, on s'intéresse aux mécanismes de dissémination métastatique des cancers colorectaux. Donc en fait, ces cancers colorectaux, c'est ces tumeurs qui naissent dans la dernière partie de l'appareil digestif, que vous pouvez voir ici, qui sont souvent associés au terme de polype. Donc c'est ces masses qui se forment dans la lumière du tube digestif. Mais en fait, ce qu'on voit pas quand on regarde depuis l'intérieur du tube digestif, c'est que ces tumeurs, elles sont capables de progresser dans les tissus et acquérir des propriétés invasives. Et en fait, en utilisant différentes voies de dissémination, elles vont pouvoir se faufiler dans l'organisme, disséminer à distance et former des tumeurs secondaires qu'on appelle métastases dans différents organes. Donc principalement le foie, mais aussi le poumon et le péritoine dans le cadre des cancers colorectaux. Et dans la première partie de ces années de recherche, avec Diane, on s'est intéressé à la formation des métastases péritonéales. On avait deux objectifs. En fait, le premier qui est assez fondamental, qui est de comprendre par quel mécanisme moléculaire et cellulaire la dissémination peut se faire à partir du côlon vers le péritoine. Et après, l'idée, c'est de toujours se servir de la connaissance qu'on fait, qui peut être assez fondamentale, pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer le traitement des patients atteints de ces métastases. Donc juste un petit peu de biologie fondamentale. La grande majorité des cancers, tout organe confondu, sont initiés par des cellules épithéliales. Et cet épithélium, en fait, que vous voyez ici, c'est un tissu qui fait l'interface en fait, entre votre corps et le milieu extérieur, comme par exemple la lumière du tube digestif. Et pour assurer leur fonction de protection, mais aussi de sécrétion et d'absorption des nutriments, par exemple, les cellules, elles ont une architecture qui est très spécifique, avec un pôle apical qui est au contact du milieu extérieur, qui est très protecteur, et un pôle basolatéral qui est spécialisé dans la communication entre les cellules, qui est au contact entre deux cellules et en contact avec les autres tissus du corps. Donc en fait, la dissémination tumorale, c'est le vrai challenge thérapeutique actuel, puisqu'en fait, un cancer, quand il reste localisé, il peut être pris en charge par les chirurgiens de façon assez efficace. À partir du moment où les cellules ont disséminé dans l'organisme, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc forcément, ça a été l'objet de beaucoup d'études dans les laboratoires du monde entier. Et jusqu'à présent, le dogme était le suivant, c'était de dire que ces cellules épithéliales, donc qui font cette frontière, sont capables de se dissocier, de former des cellules individualisées qui perdent toutes leurs caractéristiques épithéliales, et notamment ces membranes apicales et basolatérales dont je vous ai parlé, et que c'est comme ça en fait qu'elles vont se faufiler dans les différents tissus pour rejoindre des organes secondaires. Donc en fait, nous, on est parti du postulat que beaucoup de cette connaissance, elle avait été obtenue à partir de modèles expérimentaux. Et malheureusement, tous les labos dans le monde étaient confrontés à un problème, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à trouver une application qui permettait de cibler la dissémination des cellules tumorales chez les patients. Donc en fait, on a repris les choses au départ et on s'est dit on va s'affranchir de modèles expérimentaux et essayer d'investiguer la dissémination des cellules tumorales à partir d'échantillons de patients. Et dans un institut comme ici, on appelle ça une recherche bidirectionnelle, bench to bedside et bedside to bench. Ça se fait beaucoup sur des aspects moléculaires. Et je dirais qu'un peu l'angle unique qu'on a pris avec Diane, c'est de se dire on va appliquer des techniques de biologie cellulaire pour essayer non pas de comprendre le profil des cellules tumorales, mais essayer de comprendre leur comportement. Donc en fait, cette recherche, donc notre premier objectif, comme je vous le disais, c'était d'essayer de comprendre la dissémination de cellules tumorales qui sont nées dans l'appareil digestif vers le péritoine, où ça forme tous ces nodules métastatiques que vous pouvez voir ici. Et donc, on se coordonne avec les chirurgiens pour prélever des échantillons au bloc opératoire. Et on a fait une étude prospective sur 60 patients de façon systématique afin d'identifier quels étaient les intermédiaires qui médiaient la dissémination de la maladie. On a posé des questions qui étaient relativement simples. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de cellules tumorales? Est-ce que c'est des cellules isolées ou bien est-ce que c'est des groupes? Et comment est-ce qu'ils ont pu arriver dans cette cavité péritonéale qui est ici? Et quelles sont leurs propriétés invasives et métastatiques? Et finalement, en fait, on a trouvé les deux. On a trouvé que les tumeurs sont capables de disséminer avec des cellules indépendantes, que vous pouvez voir ici, mais aussi sous forme de groupes. Mais par contre, que seulement les groupes corrélés avec l'état métastatique du patient. Et en fait, on a regardé plus précisément ces groupes en microscopie et on s'est rendu compte qu'on avait deux grandes sortes de groupes de cellules tumorales, donc, qui étaient vraiment différents au niveau de leur morphologie. Et on s'est concentré dans un premier temps sur l'étude de ces sphères qui étaient trouvées chez 88% des patients.
On a pu montrer en fait qu'elles étaient associées à des types particuliers de cancers colorectaux qui étaient de mauvais pronostics. Et puis on a essayé de comprendre en fait pourquoi elles avaient cette forme qui, je dois dire, était assez intrigante parce qu'elle est assez parfaite, on dirait vraiment des petits ballons de foot. Et donc on a investigué la présence de plusieurs marqueurs moléculaires et on s'est rendu compte qu'elles avaient une polarité. Alors j'espère que j'ai un petit schéma, pas forcément ici. Mais grosso modo, on retrouve ici une organisation épithéliale, c'est-à-dire que bien qu'on soit chez des patients métastatiques, on retrouve des cellules qui ont gardé l'identité du tissu dans lequel elles sont nées. Mais par contre, elles ont une polarité inversée. Je vous ai dit que le pôle apical, il était normalement en contact avec le milieu extérieur, alors que là, on se retrouve avec un pôle apical qui est à la périphérie du groupe de cellules tumorales et qui est du coup en contact avec les tissus normaux des patients. Donc en fait, ces intermédiaires tumoraux n'avaient jamais été identifiés jusqu'à présent. On les a appelés sphères tumorales en français ou polarized tumor sphere en anglais. Et donc à la fois, c'était l'intermédiaire tumoral le plus fréquent et le plus abondant qu'on ait trouvé dans cette cohorte de 60 patients. Et il avait à la fois une architecture et une organisation qui n'avaient jamais été envisagées. Donc on s'est demandé comment est-ce que ces sphères avaient pu arriver dans la cavité péritonéale. Et en fait, on a fait énormément d'expériences pour essayer de comprendre si ces sphères venaient de la prolifération ou de l'agrégation de cellules indépendantes. Et on a pu démontrer que ce n'était absolument pas le cas. Et donc, il a fallu trouver une nouvelle hypothèse. Donc là, en fait, on a travaillé à la fois avec des bioinformaticiens et des pathologistes. On a demandé de faire des analyses systématiques en essayant de trouver les points communs des tumeurs qui formaient ces sphères tumorales. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'elles avaient tout un profil moléculaire commun, qui était des tumeurs qui sont hyper méthylées. Ça veut dire que l'ADN contient énormément de méthylation, enfin, en tout cas, beaucoup plus que l'ADN normal. Et en fait, les pathologistes savaient que ces tumeurs-là avaient un précurseur tumoral qui avait une morphologie extrêmement particulière, bien qu'ils ne savaient pas à quoi ça pouvait correspondre. Donc en fait, on a formulé l'hypothèse que peut-être l'évolution dans ce background moléculaire et dans ces caractéristiques morphologiques permettait la formation de ces sphères par un processus qu'on a appelé bourgeonnement. Donc ça, c'était corrélatif et il a fallu faire des expériences pour démontrer que c'était bien le cas. Passer là-dessus. Mais effectivement, au laboratoire, on a pu ensemencer des cellules de cancer colorectaux et on a pu montrer que les cellules qui ont un ADN hyperméthylé sont capables, en fait, effectivement, de bourgeonner et de relarguer, de produire des sphères qui ont les mêmes caractéristiques que celles qu'on avait identifiées chez les patients. On a pu démontrer ça à partir d'explants primaires, c'est-à-dire en sortie de bloc, on a fait des vidéomicroscopies. Ici, vous avez une sphère qui est un peu large, et donc on est capable de montrer que ce bourgeonnement est capable de se produire, qui prend à peu près 3 jours, et que c'est par cette façon-là, en fait, que la sphère est formée, mais qu'elle est capable de se propager, de former des nouvelles sphères. De façon consécutive, en fait, il y a des cellules indépendantes qui sortent des sphères, je ne sais pas si vous les voyez, mais à chaque fois qu'elles se dissocient du groupe, elles vont mourir dans les 24 à 48 heures par un mécanisme d'apoptose. La troisième question, je dirais la plus importante, c'était de savoir s'il s'agissait d'un compartiment tumoral malin ou bien bénin. Donc en fait, on a voulu étudier leurs propriétés invasives. On est parti en fait d'explants de patients. Donc en fait, on récupérait à la fois les sphères tumorales chez ces patients, mais aussi une zone du péritoine qu'on pouvait analyser. Et on a pu montrer qu'elles étaient capables d'envahir dans le péritoine et que cette invasion, elle était vraiment uniquement collective, c'est-à-dire que la sphère ne génère pas de cellules indépendantes, qu'elle envahit de façon collective. Et on a pu, encore une fois, faire des sphères pour montrer, calculer les vitesses et voir qu'effectivement, il n'y a pas de contribution des cellules indépendantes et que tout se fait en groupe. Je vais passer là-dessus. Hop. Voilà, donc elles sont invasives, mais en fait, de pouvoir se propager dans le corps et dans les différents tissus, ce n'est pas suffisant pour créer une tumeur secondaire. Donc en fait, c'est en se tournant vers des modèles murins qu'on a pu adresser la capacité de savoir si ces sphères avaient une propriété initiatrice de tumeurs secondaires. Donc en fait, on a généré des sphères de patients qu'on a injectées dans la cavité péritonéale des souris. Et en contrôle, on a mis le nombre équivalent de cellules indépendantes. Et puis on a regardé en fait comment ces souris se développaient. Et on a pu montrer que les sphères sont capables de générer des métastases péritonéales de façon beaucoup plus efficace que les cellules indépendantes. Et donc, en fait, ça montre que ces sphères, bien qu'elles aient une architecture qui n'était pas forcément anticipée, elles ont des propriétés malignes et que c'est concordé avec ce qu'on avait observé au départ, c'est-à-dire que leur présence et leur nombre est associé à un mauvais pronostic des patients.
Donc ce travail nous a permis d'identifier ce qu'on appelle une cascade métastatique, c'est-à-dire un processus qui permet à la tumeur primaire d'ensemencer des intermédiaires tumoraux pour coloniser des organes secondaires. Et cette cascade métastatique, contrairement à ce qui était connu jusqu'à présent, on a pu démontrer qu'elle pouvait exister de façon collective de la tumeur primaire jusqu'au site métastatique, qu'on n'avait pas forcément besoin de la contribution des cellules indépendantes. Et je dirais de façon beaucoup plus surprenante, et ce qui ouvre pas mal de projets au laboratoire, c'est que ces cellules, elles ont gardé leur identité épithéliale. Et par contre, elles l'ont inversé, ça veut dire qu'elles placent ce pôle apical, encore une fois, qui est un pôle qui permet d'isoler, enfin de protéger. Il est à l'interface entre les cellules tumorales et les cellules normales de l'organisme. Ce qui a plusieurs conséquences fonctionnelles. Et on s'est dit que la première, c'est que ça pouvait en fait contribuer aux résistances aux chimiothérapies. Et ça peut aussi contribuer à l'échappement à la surveillance immunitaire. Donc la résistance aux chimiothérapies, c'est une question qu'on a adressée aussi au cours de l'année passée, en se disant maintenant qu'on a identifié quels étaient les intermédiaires tumoraux qui contribuent à la maladie, est-ce que ça peut nous permettre d'améliorer les chimiothérapies qui sont administrées aux patients atteints de métastases péritonéales. Donc on a utilisé ces sphères, on a pu valider qu'effectivement elles avaient une réponse aux cytotoxiques administrés qui était vraiment corrélée aux réponses qu'on connaissait des patients. Et puis, on a essayé de voir comment on pouvait améliorer, c'est-à-dire en utilisant ce matériel au laboratoire, essayer de changer, enfin d'adapter un petit peu les protocoles, soit les fréquences ou les concentrations ou les récurrences de traitement, pour voir si on pouvait en fait tuer ces cellules tumorales. Donc en fait, c'est évident que d'être un groupe, ça induit une résistance de fait par rapport à une cellule seule. Il y a une résistance aux chimiothérapies qui est importante. Et là, donc ça, c'est une étude qui est publiée et on est en train de voir qu'il y a un rôle du pôle apical protectif qui contribue aussi à cette résistance aux chimiothérapies. Et à l'avenir, juste 2 mots sur ce qu'on est en train de faire et donc les différents projets qu'on a initiés. Donc, comme je vous disais, dans cette cascade métastatique, il y a des étapes qui sont uniques au cancer, c'est-à-dire qui n'ont pas lieu dans des tissus normaux et qui peuvent ouvrir en fait des opportunités de thérapie ciblée. Donc ce bourgeonnement, qui est un mécanisme qui est uniquement associé à ce type de tumeur. Donc on essaye de comprendre comment marche le bourgeonnement pour essayer d'interférer avec la formation et la propagation des sphères. Et puis ces sphères tumorales ont un mode de déplacement qu'on a vu unique, c'est-à-dire dans tout, si vous prenez tous les systèmes biologiques unicellulaires, multicellulaires, aucun organisme n'est capable de migrer de cette façon-là. Et donc, on essaye de comprendre au niveau moléculaire quels sont les acteurs du déplacement pour essayer de les cibler. La deuxième question qui nous intéresse, c'est de savoir si ces intermédiaires tumoraux sont spécifiques d'une dissémination vers le péritoine ou s'ils peuvent médier la dissémination métastatique vers d'autres organes, et notamment le foie, qui reste le site principal de métastases de cancer colorectaux. Et finalement, la troisième question, c'était ces clusters. Donc, tous les clusters n'étaient pas des sphères, on avait des clusters irréguliers. Et donc, on s'intéresse aussi à ces clusters pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils sont formés et quelles sont leurs propriétés. Et comme vous pouvez voir, ils sont malheureusement aussi extrêmement invasifs. Donc voilà, encore un immense merci pour votre soutien, parce que cette recherche ne pourrait pas se faire sans vous. Et puis encore une fois, ce travail, c'est le produit d'une étroite collaboration entre une équipe de recherche et le comité de pathologie digestive.